Parfait. Donc, enchanté d'animer ce webinaire et de partager avec vous ce moment de sécurité IBMI, notamment pour parler du SSO entre justement les IBMI et un Active Directory. Alors, je pense que vous me connaissez, enfin au moins qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui me connaît. Je sévis dans le monde de l'AS400 depuis 1990. Alors moi, j'ai le droit de dire AS400, hein, voilà. J'ai animé plusieurs milliers de journées de formation, notamment au nom d'IBM, sur ces fameux AS400 IBMI. Je connais assez bien la sécurité donc du monde AS400 IBMI. J'ai conduit plus de 350 audits sur des partitions IBMI. Et bien sûr, accompagner derrière les préconisations, c'est-à-dire avoir mis en place les rémédiations autour de la base de données, des mots de passe, du cryptage, etc., etc. On commence à parler pas mal du MFA depuis l'annonce de la V7R6. Les systèmes en V7R6 commencent à se déployer, donc on commence à mettre en place du MFA. Et je suis notamment l'auteur de plusieurs livres sur ces fameux systèmes que vous avez forcément dans vos bibliothèques, sinon je me vexe. J'ai l'habitude de dire que j'ai le prix Nobel IBMI. Le prix Nobel, ben, c'est la plus haute distinction qu'on peut avoir. Et quand on fait de l'IBMI, ben, la plus haute distinction, c'est d'être IBM champion. Ça me donne le droit de porter cette jolie veste bleue que vous me jalousez. Je le sais. Alors, la société iGetit, c'est un peu d'humour, hein. Le I, bien, c'est le I de l'IBMI. Et iGetit, bah, quand on fait de la formation, hein, ça a du sens. Hein, iGetit, ça peut se traduire par je comprends. Donc, ça a du sens quand on fait de la formation. Alors, iGetit, c'est l'expertise IBMI. Donc, on fait de la modernisation. On commence à être fortement impliqué dans les projets d'intelligence artificielle autour de l'IBMI. Et bien sûr, iGetit, c'est un focus sur la sécurité des IBMI. Et on édite dans ce cadre-là deux logiciels. Un qui s'appelle Addict, dont on va parler aujourd'hui parce qu'il a un rapport avec le SSO, et puis un pour tout ce qui est sécurité et traçabilité des IBMI. Et ce logiciel s'appelle Strict. Donc on est très fiers parce qu'on a été reconnu pour notre innovation et les travaux de recherche. Et on a été soutenu notamment par BPI. Et puis, on a été labellisé France 2030. France 2030, ce sont les projets qui vont permettre à la France d'être à la pointe dans les années 2030, je le dis avec le sourire. Mais à côté de nous, il y a des gens qui font les batteries du futur, il y a des gens qui envoient des satellites dans l'espace. Et je suis très fier de représenter le monde AS400. Je le dis avec le côté péjoratif que ça peut avoir. Donc, de représenter le monde AS400 dans cet environnement-là. Bien, quelques références. Donc, on a des références au niveau national, international, que vous connaissez bien sûr forcément. Bien, alors j'espère que tout le monde est arrivé parce que j'avais beaucoup de bits me signalant que on avait de nouveaux arrivants. Très bien, parfait. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires que l'on fait sur nos produits. Donc, il y en a eu un premier sur Addict en anglais, c'était il y a 2 jours. Et on va en avoir deux, un en anglais, un en français, sur notre produit Strict la semaine prochaine et la semaine d'après. J'y reviendrai tout à l'heure. Je disais ça parce que j'entends encore plein de bips. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent. Donc, je vous remercie d'être aussi nombreux pour ce webinaire. Alors, la problématique du SSO, d'une manière générale, hein, indépendante du BMI, c'est que
les identifiants mots de passe, les couples identifiants mots de passe sont aujourd'hui la protection essentielle de nos systèmes d'information, même si on commence à avoir de la biométrie, du MFA, etc. On s'aperçoit que le couple identifiant mot de passe, c'est vraiment la base de la protection de nos systèmes d'information. Et ça conduit nos utilisateurs à avoir X couples identifiants mots de passe pour entrer dans Windows, pour entrer dans la messagerie, pour entrer dans chacun de nos IBMI, pour entrer dans nos serveurs web, etc. Et on nous dit bien d'ailleurs, il faut un mot de passe différent pour chacune de ces connexions. Le fait d'avoir le même mot de passe partout, ça peut poser des problèmes en termes de sécurité. Donc, on se retrouve avec des utilisateurs qui ont X identifiants, X mots de passe, et les utilisateurs, vous les connaissez aussi bien que moi, ils ont beaucoup de mal à gérer tous ces identifiants mots de passe, avec des règles qui sont différentes selon les environnements, et du coup, on se retrouve avec pas mal de transgressions des règles de sécurité. Transgression, c'est quoi? C'est le post-it sous le clavier, c'est le même identifiant que mot de passe. J'en trouve encore beaucoup, hein, des mots de passe qui sont les mêmes que des profils d'utilisateurs. Ça crée une surcharge de travail pour soit le helpdesk, le service support, soit pour les admins. Et on considère en fait que 30% du temps passé par le support, par les helpdesk, est passé pour gérer les problèmes de mots de passe, de comptes désactivés, etc. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Donc on se retrouve en fait devant un environnement où les utilisateurs transgressent les règles de sécurité pour arriver à s'en sortir, et il faut les comprendre, avec un service support qui passe beaucoup de temps à gérer tout ça. Et ensuite, les auditeurs nous en rajoutent une couche parce que les auditeurs nous contraignent toujours. Quand je dis auditeurs, hein, c'est commissaire au compte, etc. Hein. Les auditeurs nous entraînent à une politique de sécurité de plus en plus stricte au niveau des mots de passe, avec un renforcement de la longueur des mots de passe, des contraintes, etc. Et je ne parle pas du MFA, bien sûr. Et votre présence en masse aujourd'hui, et puis on le voit bien au niveau des projets qu'on déploie, donc tout ça nous indique qu'il y a de réels soucis au niveau de cette gestion des mots de passe et l'envie d'avoir un SSO pour arriver à simplifier la gestion des mots de passe et des comptes pour nos utilisateurs. Alors, le SSO, hein, ça se traduit en français par système de signature unique. L'idée, c'est d'avoir une authentification unique. L'exemple classique, c'est je me connecte sur mon Active Directory parce que c'est la première chose que vous faites quand vous allumez votre PC le matin. Vous devez vous connecter sur votre Active Directory. Et l'idée, c'est que cette authentification serve à tous les accès supplémentaires, notamment au niveau des IBMI, hein, parce que c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Donc, on a bien compris que l'objectif du SSO, c'est de simplifier l'authentification pour des utilisateurs. Alors, l'authentification, c'est quoi? C'est le moment où on met le couple identifiant mot de passe, éventuellement MFA s'il y a besoin. Donc, c'est la simplification des autres authentifications par la suite, notamment quand on veut rentrer dans l'IBMI. On va voir en fait que l'IBMI fait totalement confiance à l'authentification qui a été réalisée par l'Active Directory. Il n'y a pas de demande d'authentification supplémentaire. L'IBMI fait confiance
à l'authentification réalisée par l'Active Directory. Alors, il va falloir le configurer comme il faut, hein, parce que pour que l'Active Directory accepte de faire confiance à une authentification externe, il va falloir le configurer comme il faut pour des questions de sécurité. En gros, on fait rentrer l'IBMI dans le domaine Active Directory. Bien, alors nous allons parler uniquement d'un SSO centré sur un Active Directory, on pourrait en avoir d'autres, mais c'est uniquement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour configurer ce SSO entre les IBMI et l'Active Directory, on va devoir configurer deux couches distinctes. La première couche, c'est Kerberos. Kerberos, c'est en fait le protocole qui est utilisé par l'Active Directory quand vous vous connectez le matin. Donc, l'IBMI va vraiment rentrer dans ce processus-là. Et puis, il va y avoir une couche supplémentaire qui est ce qu'on appelle EIM, pour Enterprise Identity Mapping. Ça, c'est une couche, on va dire, purement IBM, qui va nous permettre de faire le lien entre le compte AD et le profil d'utilisateur IBMI. Alors, pourquoi on a besoin de ce lien? Eh bien, parce que les comptes AD peuvent être assez longs. Par exemple, mon compte AD pourrait très bien être dominique.gate, et on voit que ça fait plus de 10 caractères. Donc, dominique.gate ne peut pas être mon profil d'utilisateur IBMI. La fameuse association dont je vous parle là permet donc de faire le lien entre le compte AD et le profil d'utilisateur IBMI. On aura bien sûr une association par partition, parce que je peux très bien avoir un lien entre dominique.gate de l'AD et le profil dgate sur une partition et gated sur une autre partition et domi sur encore une autre partition. Alors, c'est une solution très efficace, très performante. Je déploie du SSO sur IBMI depuis 2002, je crois. C'était la V5R2 d'IBMI. À l'époque, c'était, ah oui, presque le siècle dernier. Je vous ai dit que non, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous dis, j'en ai déployé sur près de 400 partitions IBMI. Et celle que j'ai installée il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans maintenant, 2002 à aujourd'hui, ça fait 24 ans. Donc depuis 24 ans, elle continue à tourner au quotidien sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment sûr. De toute façon, ça s'appuie sur Kerberos, qui est le protocole que vous utilisez tous les matins pour vous connecter. Et là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un protocole robuste. Ça marche très bien. Alors, je vous ai dit, c'est hyper efficace, mais euh, en fait, la solution qu'IBM nous propose pour gérer ces associations, notamment, est extrêmement pénible. On va le voir tout à l'heure, mais il faut une quinzaine de clics de souris par association. Je vais rentrer les derniers arrivants. Voilà. Une quinzaine de clics de souris par association. Le dernier que j'ai mis en place, il y avait 15 000 utilisateurs. Donc, on comprend bien qu'on peut pas on peut pas cliquer 15 fois pour chacun des utilisateurs. C'est absolument ingérable. Et puis, il y a tout un tas de problématiques. Par exemple, on n'a pas d'automatisation possible de la saisie des associations dans l'enrôlement des utilisateurs. Donc, on va voir que nous, on a créé justement tous ces processus-là dans le cadre de notre logiciel Addict. Il n'y a pas d'outil de management des comptes, il n'y a pas de possibilité de mettre les backups à jour automatiquement via les outils de réplication logicielle, on en reparlera. On n'a pas de fonction d'audit. La sauvegarde est difficile, en fait. On a la sauvegarde des associations, en gros, que quand on fait une option 21. Ceux qui font de l'IBMI me comprennent, hein, c'est la sauvegarde complète qui nécessite d'arrêter quasiment l'IBMI. Pas de réplication, pas de la possibilité
passer des comptes d'une partition à l'autre. Donc tout ça, c'est extrêmement lourd. Donc si vous voulez, on a un cadre absolument performant, efficace, mais on n'a pas une interface pour gérer ça de manière optimale. Je parle en standard. Alors, donc vous avez bien compris que c'est Addict qui va apporter toutes les solutions aux problématiques que je viens d'évoquer. La couche Kerberos, c'est la plus complexe à mettre en œuvre parce qu'on a bien compris que c'est celle qui permet à l'IBMI de faire confiance à l'authentification qui est réalisée par l'Active Directory. Alors, ça va jusqu'à la possibilité d'enlever les mots de passe dans les utilisateurs IBMI. Puisque l'authentification, elle est faite au niveau de l'Active Directory, l'utilisateur IBMI n'a plus besoin de mot de passe. On va pouvoir lui mettre étoile non. Étoile non, ça ne veut pas dire qu'il peut rentrer sans mot de passe. Ça veut dire que puisqu'il n'a pas de mot de passe, le seul moyen pour lui d'être authentifié, c'est de passer par du SSO et une authentification Active Directory au préalable. Cette couche Kerberos est assez technique à configurer puisqu'il faut connaître l'Active Directory et notamment Kerberos. Il faut connaître l'IBMI parce qu'il va falloir aller faire un peu de config dans l'IBMI. Il va falloir qu'on connaisse les DNS, il va falloir connaître les problématiques réseau, etc. Donc ça, c'est vraiment la couche la plus délicate à configurer. Elle nécessite d'avoir un admin du domaine Active Directory. Et je sais que quand on travaille avec des grands groupes, il faut le prévoir à l'avance pour que ces gens-là soient disponibles pour créer en fait des comptes de service dans le domaine Active Directory. Bon. Et il faut un officier de sécurité IBMI. Alors en général, c'est pas le plus complexe puisque c'est du SSO qu'on met en place sur l'IBMI. On a toujours un admin IBMI assez facilement joignable. Voilà pour la couche Kerberos. La couche EIM, elle, va nécessiter d'avoir l'annuaire LDAP de l'IBMI puisque c'est lui qui va héberger ces fameuses associations. Alors, il faut qu'il soit opérationnel. Moi, j'ai trouvé quelques cas où l'annuaire LDAP n'était pas opérationnel. Au fur et à mesure des migrations de systèmes successifs, il arrive des moments où parfois l'annuaire LDAP marche pas très bien. Donc, on le réinitialise. Ça, c'est pas un problème. Et donc, on a ces fameux 15 clics de souris. Alors, on peut les voir. Hein. On peut les voir. Donc, dans Navigator Fori. Alors, avant, c'était System Navigator, mais c'était la même problématique. Alors, je n'ai pas commencé à compter les clics, mais voilà, je viens dans la gestion des domaines. Il faut que j'aille mettre le bon mot de passe que je récupère dans le post-it collé sous mon clavier. Voilà, et il me faut aller ici, il faut ouvrir, il faut aller dans la gestion des identificateurs et je vais enfin pouvoir créer un nouvel identificateur. Je vais mettre test webinar. OK. Et ensuite, je vais ajouter, alors ce qu'on va appeler la source, nous, c'est-à-dire la connexion à l'AD. Comment se connecte l'utilisateur à l'AD? Eh bien, je vais mettre mon CPT AD. Ça, c'est le compte AD. Et c'est ce qu'on appelle la source. Dans l'association, il y a une source, une cible. Une source, c'est le compte AD. Comment va arriver l'utilisateur, en fait ben, il va arriver avec ce compte AD. Et sur cette partition, je vais maintenant définir la cible. Voilà, je suis sur
la partition qui s'appelle OBRAC, OK, et le profil utilisateur, et je vais mettre webinar. Webinar. OK, et c'est bien une cible. OK. Donc, vous voyez que, ça y est, enfin, j'ai créé cette fameuse association. Vous comprenez que si vous avez 10 000 utilisateurs, c'est absolument impossible de le faire à la main. Voilà pour ces fameux 15 clics de souris, une quinzaine de clics de souris. Alors, le SSO, une fois en place, il est très efficace, très rapide. C'est-à-dire que je constate qu'on se connecte plus vite en émulation écran avec le partage de fichiers, etc. On se connecte plus vite en SSO que si on doit le faire de manière traditionnelle avec identifiant mot de passe. Alors, ça fonctionne avec tout ce qui est ACS, Telnet, Script SQL, etc. Donc, on va pouvoir le voir, l'accès à l'IFS par rapport à ACS, mais aussi l'accès à l'IFS par NetServer. Donc, tout ça fonctionne très bien. Ça fonctionne aussi avec FTP. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois, on ait un client qui soit capable de faire du Kerberos. Donc, si vous utilisez le FTP de Windows, lui, il ne sait pas faire du Kerberos. Vous ne pourrez pas faire du SSO avec le FTP de Windows. Hein, il faudra un client FTP qui sache faire du Kerberos. On a la page de l'IBM aussi qui sait faire du Kerberos, etc. Donc, on a pas mal d'applications qui peuvent rentrer dans ce contexte. C'est très souple au niveau des utilisateurs concernés. Ça, c'est important de bien comprendre que ce n'est pas la loi du tout ou rien. C'est-à-dire, je mets le SSO en place pour tout le monde, il y a une sorte de gros interrupteur et tout le monde fait du SSO ou personne n'en fait. Non, non, c'est extrêmement souple et je vais pouvoir définir profil par profil qui va faire du SSO. Moi, j'aime bien mettre en place le SSO pour les profils métiers. QCCOFR, j'aime pas trop. Hein, d'ailleurs, je le fais remonter en rouge dans mon logiciel. Je le fais remonter dans certaines options quand un profil HoloBJ fait du SSO. Alors, vous pouvez le faire. C'est moi qui le déconseille. Oui, oui, oui. Pardon, Lionel? Lionel, tu voulais parler? Ton micro est activé, normalement. Excusez-moi, c'est une fausse manip, je suis désolé. Excusez-moi. Pas de souci. Donc, voilà, hein, je vous disais, QCCOFR, peut-être lui, on ne va pas le mettre en SSO. Par contre, les profils utilisateurs métiers, on va leur faire du SSO. Et cette distinction va se faire comment? Mais par les associations. S'il n'y a pas d'association entre un compte AD et QCCOFR, eh bien, il n'y aura pas de SSO qui mène à QCCOFR. Donc, on va mettre des associations, surtout pour les utilisateurs métiers, parce que c'est eux qui sont ciblés par le SSO. Alors, on peut les mettre aussi pour les comptes de l'IT, ça s'arrête à discuter. C'est des problématiques de sécurité. On ne va pas rentrer dedans. Alors, voici un exemple. Donc, j'ai une partition. Donc, je pense que tout le monde connaît ACS, ça, je n'ai pas besoin de le présenter. Je suis connecté à ma partition qui s'appelle OBRAC. Je fais un simple clic sur émulateur 5250 et je me retrouve directement connecté. Donc, si j'avais un utilisateur métier, le programme initial se serait lancé, il serait rentré directement dans son application métier. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Je peux me mettre sur une autre partition.
je fais émulateur 5250 et je me retrouve directement connecté sur cette autre partition. Hein, j'ai mes deux partitions ici. Alors, vous voyez que là, je suis connecté en D-Gate. Hein, ça, c'est intéressant. Hein, si je fais un DSP job, je vois que je suis bien connecté avec l'utilisateur D-Gate. Ce qui est intéressant, c'est de regarder en quoi je suis connecté dans l'Active Directory. Dans l'Active Directory, en fait, je suis connecté avec l'utilisateur qui s'appelle Pollen. Donc, je vois bien que j'ai deux comptes différents, enfin, un compte dans l'Active Directory qui s'appelle Pollen, un profil utilisateur dans l'IBMI qui s'appelle Dgate. Je fais la distinction entre les deux pour qu'on voit bien l'utilité de cette association. Cette association, elle a fait que Pollen, dans le domaine, authentifié dans le domaine, va se connecter sur cette partition ici en Dgate. On ira voir les associations après. Ah ben, je pourrais la voir d'ailleurs pour l'instant ici avec Navigator Fori ici. Voilà, c'est ce compte ici, propriété, où j'ai bien Pollen sur mon Active Directory. Il y a getit.local, c'est mon Active Directory. Il fait du Kerberos. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure comme étant la source, hein, l'origine du SSO. Et sur cette partition qui s'appelle Aubrac, il va bien se connecter avec le profil d'utilisateur Dgate. Hein, donc ça fonctionne parfaitement. Alors, puisque j'étais ici sur mes différentes connexions possibles, alors je vais venir me replacer sur Aubrac. J'ai fait l'émulateur 5250. Je pourrais faire l'exécution de script SQL. Et je vois que je suis bien connecté en Dgate. D'accord? Donc tout ça fonctionne parfaitement. Je peux faire, pourquoi pas, le système de fichiers intégré d'ACS. Est-ce que j'ai cliqué? Alors, je sais que c'est un peu long. Pas si j'avais cliqué. Ah, pardon. Il était apparu, c'est moi qui ne l'ai pas vu. Ok, je trouvais que c'était un peu long, c'est normal. Vous remarquez que je suis bien dans le /home Dgate, hein, donc je suis bien connecté avec le profil Dgate. Donc tout ça, ça fonctionne parfaitement. Vous avez vu que c'était assez rapide. Ce que j'aime bien aussi montrer, donc on a vu que tout ce qui était ACS, ça fonctionne. Le côté maintenant net serveur, tout à l'heure j'ai accédé à l'IFS au travers d'ACS. Maintenant je peux accéder à l'IFS à partir de net serveur. Donc là je fais entrer et vous voyez que c'est instantané. Quand je vous ai dit que c'était plus efficace, plus rapide, c'est vraiment le cas. En plus, moi, je suis en VPN. Là, je travaille sur une connexion à distance. J'ai Teams qui consomme beaucoup de ressources. Donc, pour vous dire que la connexion est extrêmement rapide, extrêmement efficace. Voilà, on a vu à peu près les principales connexions standards qu'on peut tester pour cette partie SSO au sens strict. Donc, si je reviens à mes diapositives, hein, je vous ai dit très efficace, très rapide, on l'a vu. Et puis, pour ces fonctions, bon, on n'a pas testé Apache, il aurait fallu mettre en place un site web, mais on peut le faire assez rapidement. Et c'est pareil
en FTP, le FTP standard de Windows, on a dit il n'est pas éligible au SSO. Alors, ça, c'est les fonctions standards. Donc, elles marchent bien, elles sont hyper efficaces, hein, mais on a vu qu'il y avait pas mal d'inconvénients, en fait, pour arriver à mettre ça en production. Ce qui nous est fourni, c'est bien, mais on ne peut pas l'utiliser en production au quotidien. Donc, moi, très vite, quand j'ai commencé à mettre en place le SSO, en fait, hein, j'ai eu à créer le cours SSO et à l'animer pour IBM dès les années 2002. Donc, j'ai mis en place des fonctions SSO et on voyait bien que pour le mettre en production, il manquait des choses derrière. Alors, j'ai commencé par bricoler des choses et puis très vite, je me suis dit, et puis mes clients m'ont dit, nous, on veut un produit qui soit maintenu, sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel il y a tout un tas de fonctionnalités, etc. Donc, c'est de là qu'est née l'idée de créer ce produit ADIT. AD pour Active Directory, vous avez compris, pour l'IBMI, voilà, j'en passe. Donc, qu'est-ce que va apporter ADIT? La première chose dont j'ai eu besoin, c'est l'importation massive de comptes. Donc, quand on met en place un SSO et qu'on me dit, ben voilà, moi j'ai 1000, 2000, 5000, 10 000, même quand on n'en a que 100, hein, que 100 comptes à importer, je veux le faire de manière automatique et il me faut donc des fonctions. Alors, on peut l'importer soit à partir de CSV, enfin d'Excel, hein, soit d'un PF, d'un fichier physique IBMI. Autrement dit, quand on veut créer la liste des comptes à importer, on peut partir soit des profils d'utilisateurs IBMI existants, soit des comptes AD existants. Selon les cas, on part de l'un ou de l'autre. Et on se fait un fichier CSV, on va en voir un tout à l'heure. Il faut qu'en fait, il ait 4 colonnes. Les 4 colonnes indispensables au SSO, un identifiant unique, un compte AD, qui est la source en fait de l'association, le profil IBMI, qui est la cible de l'association, et une description. Voilà, donc soit un fichier Excel avec 4 colonnes, soit un fichier physique avec 4 colonnes. Bien sûr, on fournit les exemples. Et à partir de ça, on va le voir tout à l'heure, on peut très facilement importer. Je l'ai fait pour 13 000 comptes, là, il n'y a pas longtemps, ça n'a même pas pris une minute. Alors, une minute d'import. Après, il faut créer, ou avant, il faut créer le compte CSV avec les 13 000 comptes. Ça, c'est une autre histoire. On a des interfaces pour la création et suppression des comptes. Parce qu'une fois qu'on a importé les comptes, on me dit, ouais, ben maintenant, comment je fais pour créer mes nouvelles associations? Alors, en général, je réponds par une question. Comment vous créez vos profils d'utilisateurs dans l'IBMI? Et là, il y a plusieurs cas possibles. Soit on a des programmes CL qui font ça, donc auquel cas, moi je fournis un programme que vous intégrez dans vos programmes CL et qui va permettre de créer l'association. Du coup, c'est relativement transparent. Soit on me dit, ben moi j'aimerais bien automatiser tout ça à partir de l'AD. Parce que j'ai plus d'admin IBMI, ou alors les admins IBMI, leur rôle, c'est pas de créer des profils d'utilisateurs. C'est le support qui crée les comptes. Et le support qui crée les comptes, aujourd'hui, je lui fais créer des choses dans l'AD, puis je lui fais créer des profils dans l'IBMI. J'aimerais bien que tout ça, ça puisse être automatisé à partir de l'Active Directory. Et donc, moi, j'ai mis à disposition des API REST, des API au sens Web Service REST,
qu'on peut utiliser au niveau de l'AD. On va avoir des exemples tout à l'heure. Et en PowerShell, on est capable de créer directement les profils d'utilisateurs et les comptes AD. Tout ça dans l'idée de pouvoir automatiser au maximum la création des associations. Voilà pour cette partie d'automatisation qu'on va voir tout à l'heure. Alors, ce qui manque aussi, c'est un peu de gestion de management des associations. Parfois, il y a des soucis, les associations ont été créées sans profil d'utilisateur, ou alors le profil d'utilisateur a été supprimé, ou je ne sais quoi. Donc, Addict permet de vérifier tout ça. Bon, il y a des doublons aussi. Les comptes à pouvoir, je vous ai dit que j'aimais pas trop les comptes l'OBJ dans le SSO. C'est pas que ça marche pas, hein. C'est que par ailleurs, je fais aussi de la sécurité et que normalement, vos commissaires au compte, quand ils font un audit, ils devraient vous tirer les oreilles si vous faites du SSO sur des comptes à pouvoir. Bon, faudrait-il que vos commissaires aux comptes ils soient capables de faire un audit qui peut aller voir ce qui se passe dans l'IBMI, ce qui n'est pas toujours le cas. Une des grosses autres problématiques, c'est la mise à jour du backup si vous avez des réplications logicielles. En fait, l'annuaire LDAP, premièrement, quand on le met à jour, on n'utilise pas la journalisation. Donc, les logiciels de réplication qui s'appuient sur la journalisation ne voient pas passer cette mise à jour. Alors, ce qui peut se faire, c'est qu'ils mettent à jour l'objet complet, ils répliquent l'objet complet. Le seul problème, c'est que l'annuaire LDAP, il est verrouillé en mode exclusif en permanence. Donc, on ne peut pas avoir accès à l'annuaire LDAP complet. Donc, on ne peut pas le recopier de l'autre côté. Donc, nous, on a créé des fonctionnalités qui permettent de pousser les modifications qu'on a fait sur la prod vers le backup. On a rajouté aussi des extractions de données dans un fichier. À la sauvegarde, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut quasiment une option 21 pour faire une sauvegarde des associations. Nous, on exporte ça dans un fichier base de données. Et du coup, on peut le sauvegarder, le restaurer très simplement. Et ce fichier va pouvoir d'ailleurs servir à alimenter de nouvelles partitions, si jamais on le souhaite. Voilà, puis on a une vision centralisée aussi de tous les SSO si on le souhaite, à partir d'une seule partition. Voilà. Alors, on fournit plusieurs interfaces. Première interface, c'est l'interface écran vert, parce qu'on a beaucoup d'admins IBMI qui nous disent bon, moi, je veux continuer avec l'écran vert, c'est efficace, rapide. Et puis, on a une interface graphique, hein, c'est un client lourd sous Windows. On n'a pas voulu le webiser pour des questions de sécurité. Et donc, on l'a laissé en mode client lourd. Et puis, on a des API REST si on souhaite les mettre en œuvre. Voilà, alors on peut aller la voir, on peut voir ses fonctions directement. Hein. Voilà, je suis bien ici sur Aubrac. Je peux mettre en grand, oui, c'est un peu mieux pour vous. Donc, on a une bibliothèque Z-Addict et on appelle le produit qui s'appelle Addict. Voilà. Donc là, je vois 4 partitions. Donc je suis sur Addict et je vois directement les données de la partition. Alors moi, j'en ai pas mis 15 000. Et alors l'intérêt, ça fait un peu arbre de Noël, mais j'ai essayé de mettre sur cet écran tous les cas possibles. Par exemple, vous voyez que là, dans les sources, j'ai 2 fois la même source, c'est en rouge. Bien, le SSO, il ne peut pas marcher dans ces cas-là, parce que si j'ai été authentifié dans le domaine avec lui, ça je vois que mon collègue David, il s'est amusé, voilà, mais il a manqué d'imagination au niveau du nom des sources, donc il a mis 2 fois lui. Donc si je suis authentifié en tant que lui dans le domaine, ben, le système, il ne sait pas s'il doit m'orienter vers le profil d'Eman 1 ou d'Eman B.
Donc là, quand j'ai du rouge comme ça, je vois tout de suite que mon SSO, il marche pas. Et ça, je l'ai pas dans Navigator Forest. Un navigateur Fiori ne me propose pas toutes ces fonctionnalités. Ça, c'est important pour le support, parce que si vous appelez le support en disant mon SSO il ne marche pas, ben, il va voir ici qu'il y a du rouge, c'est qu'il y a une embrouille. Pareil ici au compte aux cibles en violet, ben, ça veut dire que le profil d'utilisateur il n'existe pas. Ben, si le profil d'utilisateur n'existe pas, le SSO ne va pas pouvoir marcher, puisqu'il ne va pas pouvoir ouvrir de session sous ce profil utilisateur. Donc, on voit très rapidement qu'il y a des soucis. Alors, je vous rassure, si vous avez 13 000 utilisateurs, on a des fonctions, donc avec F11 notamment, où on a la liste directement de ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Là, par exemple, avec F11, je vois toutes les cibles qui ne sont pas bonnes, hein, cibles inexistantes ou non renseignées. Je refais F11, je vois toutes les cibles en double. Alors, c'est pas grave, mais il faudrait pas que ce soit une erreur de config, donc on les fait apparaître en bleu. Je refais F11, j'ai tous les HoloBJ. Donc, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Je vois que j'ai deux profils ici qui sont en HoloBJ, en cible du SSO. Alors, pour excuse, mon collègue Gillian et moi-même, on fait les démos. Donc, c'est bien qu'on soit quand même connecté en HoloBJ, notamment pour pouvoir rentrer dans Addict. Parce que vous imaginez bien que pour rentrer dans Addict, il faut avoir des pouvoirs élevés pour, puisqu'on va pouvoir effectuer des actions qui ont un lourd impact sur le plan de la sécurité. Voilà, j'ai aussi les cibles en double. Hein. Donc ça vous montre directement qu'est-ce qui fait que votre SSO ne va pas marcher pour certains utilisateurs. Donc ça, c'était la partie qui permet de voir le contenu. Alors, j'ai d'autres partitions. Voilà, là j'ai une partition distante qui s'appelle mes gens, c'est ma machine en V7R6. Alors, je vois que là, ça ne va pas marcher hein, puisque j'ai du blanc. Voilà. Euh, ça, c'était pour voir les différentes partitions. Alors, ce que je peux vous montrer, c'est que je peux facilement exporter les données d'une partition. Je vais mettre ça dans la bibliothèque Gate et je vais l'appeler Webinar. OK? Parfait. Là, j'ai exporté toutes les données dans un fichier physique, hein, un fichier IBMI, que je vais pouvoir sauvegarder, copier, répliquer, etc. Alors, ce que je peux même faire, c'est que, même pas peur, je viens supprimer ici tous mes identifiants. OK? Donc, si je reviens dans Aubrac, il n'y a plus rien. On est bien d'accord? Alors, même pas peur. Pourquoi? Parce que là, je vais faire 9 intégrer base de données. Il y a le dernier fichier où j'ai fait mon export. Je fais entrer. Voilà, et en quelques secondes, vous voyez, j'ai bien récupéré mes données. Alors, c'est pas trop pour une idée de PRA, c'est plus pour l'idée que ce fichier, vous le prenez, vous le copiez sur une autre partition et vous êtes capable, sans aucun problème, de régénérer tous les comptes que j'avais sur une partition source. Voilà, j'aurais pu le faire la même chose sur une partition distante et récupérer toutes les données d'une partition distante, pourquoi pas pour les ajouter en local. Alors, je vois que j'ai un A import IFS. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un work LNK. Donc là, je travaille à l'ancienne, hein, mais on a dit qu'on travaillait en mode écran vert. Hein. Je viens dans mon répertoire et
je vois que j'ai un fichier qui s'appelle président CSV, hein, si je fais 5. Voilà, il y a les 4 colonnes dont je vous parlais tout à l'heure, hein, un identifiant unique, un compte AD, un profil utilisateur IBMI et une description. Alors, vous remarquerez que j'ai mis des caractères accentués. J'ai le A de Sanchez ici, j'ai le A accent circonflexe ici, d'accord? Donc, tout ça pourquoi? Parce que si je regarde en fait mon fichier CSV, pour ceux qui ont l'habitude, il est encodé en UTF-8. Hein. Alors moi, ça m'intéresse de voir si Addict, bien sûr, est capable de supporter ces caractères accentués. Donc, je vais faire A import IFS. Je fais entrer. Ah oui. Ah non. Slash com slash dgate slash président.csv, si je ne dis pas de bêtises. Président, si je fais des fautes, ça ne pourrait pas aller. Président.csv, c'était bien des points-virgules, les délimiteurs. J'ai des en-têtes de colonne, oui. Voilà. F6. Donc là, j'ai fait mon import. Si je fais un 8 maintenant, je vois que j'ai récupéré Joe Biden. Alors, je n'ai pas remis à jour mon fichier des présidents, vous m'excusez. Hein. Et j'ai bien, voilà, le A accent circonflexe, le O accent circonflexe qui ont bien été supportés. Alors, c'est valable surtout pour l'identification de la description parce que normalement, le compte AD et la cible, hein, ils n'ont pas ces caractères accentués. Voilà, ça c'est pour vous montrer la simplicité avec laquelle je fais des imports-exports. Alors, si je reviens, tout ça, ça peut être automatisé. Hein. Si je reviens à mes diapositives, je vois que j'ai une interface graphique aussi. Il y a les mêmes fonctionnalités. Hein. Donc, vous voyez que c'est le connecteur NTI Domerial qui est utilisé. On a développé en C# hein, pour attaquer l'IBMI. J'ai exactement les mêmes fonctionnalités. Voilà. Donc, on avait bien tout à l'heure les deux sources identiques qui peuvent pas fonctionnalité, qui peuvent pas fonctionner. Voilà. Donc, on a exactement la même chose, sauf qu'on est sur une interface graphique. Et selon vos utilisateurs d'Addict, vous allez leur mettre à disposition l'interface graphique ou l'interface texte en mode écran vert. Les deux peuvent être utilisés de manière concurrentielle. Voilà, on a l'import IFS, on a l'export, etc., etc. Donc, toutes les fonctionnalités en mode écran vert, on va les retrouver sur notre écran graphique. Voilà. Alors, je vais revenir à mes diapositives. Donc, vous avez bien compris qu'on peut automatiser toutes ces tâches, notamment avec les API REST. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais ça pourrait vous intéresser de voir les API REST. Et je peux pas m'empêcher de vous montrer mon nouvel ami, Bob. Hein, vous avez probablement entendu parler du nouvel environnement de développement IBMI assisté par l'intelligence artificielle. C'est Bob. Donc, vous le voyez ici. Il y a notamment la possibilité de travailler en mode PowerShell. Alors, j'ai un script ici qui permet de créer un profil utilisateur et une association en utilisant l'API qui est fournie par Addict. Voilà, l'API, elle est disponible ici. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de ces API, on doit définir un leader. Notamment, je lui dis que je vais lui passer du JSON. On doit définir un body, ben c'est le fameux JSON.
Donc, je vais lui définir toutes les caractéristiques dont j'ai besoin. Quelle est ma connexion? Quel est le profil que je veux créer? Quel est le compte à des sources? Quel sera l'identifiant? Et la description, vous vous souvenez, c'est les 4 colonnes que j'avais tout à l'heure dans mon fichier CSV. Je rajoute juste quelle est la connexion. Et puis, puisque je vais créer un profil utilisateur, je vais lui passer tous les paramètres du profil utilisateur qui vont être utiles. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment passer tous les paramètres dans notre profil utilisateur. Et ici, j'appelle en PowerShell, j'appelle ici mon API. Hein, c'est du poste, tout ça c'est documenté, c'est simple. Alors, moi, je travaille avec la version 3 que j'ai un peu augmenté, entre guillemets. J'ai mis des commentaires et notamment, je demande l'identifiant mot de passe. Et alors, on va pouvoir le voir ici. CRT-PRF, voilà. Je reçois en paramètre le profil des gates. Il me demande mon mot de passe. Voilà, et il me dit, OK. Ah non, enfin, pas OK. Le profil utilisateur test CRT2, il existe déjà. Parfait. Alors, du coup, s'il existe déjà, eh bien, je vais utiliser l'API de suppression du profil utilisateur. Alors, bien sûr, à chaque fois, il faut un mot de passe, il faut un profil d'officier de sécurité, n'importe qui ne peut pas faire ça. OK. Donc, le profil utilisateur test CRT2 n'existe plus, je peux le relancer. Alors, bien sûr, tout à l'heure, j'avais eu le profil test CRT2 existe déjà. Maintenant, on m'a renvoyé un JSON en me disant, OK, ça marche bien, hein, il a bien été créé. Alors, il me suffirait d'aller sur Aubrac, hein, par exemple. Et de voir que test CRT2 a bien dû être créé. Alors, où est-ce qu'il est? Ah non, c'est le profil. Test CRT2, c'était le profil, pardon. C'était ma cible. Je ne sais pas pourquoi je le retrouve. Ah si, il est là, pardon. Voilà. Ceci est la description test CRT2. Et si je reviens dans Bob, je vois ici que j'ai bien ceci, la description, test CRT2, etc. Ouf, j'ai douté de moi pendant un instant. Non pas d'addict, mais de moi. Bien. Alors juste, il nous reste 4 minutes, je peux même vous montrer comment j'ai joué la dernière fois. Je me suis dit, je leur montre une application là en mode texte. Hein, ça c'est, je saisis le mot de passe sur cet écran qui est pas très joli. Donc je me suis dit, bah, si je demandais à mon nouveau copain qu'il me le mette en graphique. Alors voilà la question que j'y ai posée. Est-il possible d'avoir une interface graphique à ce programme PowerShell? J'ai même oublié les espaces dans ma précision. Et lui, il m'a dit, bah ouais, ok, c'est bon, je m'en occupe. Je vais créer une version graphique, je vais ajouter les centres saisie, etc. Je te documente tout ça dans un fichier ici. Voilà. Et il m'a créé le test CR4 Guy. Donc, il y a 200 lignes. Hein. Il y a 271 lignes. Et il me dit bien Made with Bob. Et voilà, c'est celui-là. Donc ici, voilà l'application qui m'a créé. Ça m'a pris, on va dire, une minute, allez, hein, une minute pour faire ça.
Et il m'a consommé ce qu'on appelle des Bobcoins, deux Bobcoins. Deux Bobcoins, ça m'a coûté 1 €. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer mon nouveau copain et ce qu'on peut arriver à faire avec Bob, parce que c'est vraiment intéressant. Alors, si je reviens à mes diapos, vous avez bien compris qu'il y avait une interface texte, qu'il y avait une interface graphique. On a des API pour automatiser tout ça, si on souhaite, à partir de PowerShell ou à partir d'autres objets, hein, si vous avez des objets de gestion des identifications, vous pouvez probablement intégrer l'appel à des web services pour qu'ils créent tout ça dans l'IBM. Alors, en plus, avec notre produit Addict, bien sûr, on fournit de la maintenance. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de la maintenance, on vous assiste en cas de souci sur votre VSSO. S'il y a un problème sur le VSSO, il y en a très peu, mais ça peut arriver. Une fois, on a un client et il a supprimé l'annuaire LDAP. Alors forcément, il n'y avait plus d'association, ça marchait beaucoup moins bien. Voilà. Mais sinon, le SSO marche correctement, mais en cas de souci, hein, on vous assiste. Même si vous avez prévu un test sur le backup, on peut vous assister quand vous allez basculer sur le backup pour s'assurer que tout va bien fonctionner. Donc ça, c'est important parce que quand le SSO est en route, vos utilisateurs, ils n'ont plus de mot de passe, etc. Hein, donc, il faut que le SSO fonctionne. Bon, même si on a des plans B, on peut vous assister à ce niveau-là. Il me reste juste 1 minute pour vous dire que notre deuxième logiciel Strict, qui permet de sécuriser et d'avoir de la traçabilité sur les IBMI, et tout ça dans un contexte graphique, on a un webinar en français le 28 avril, donc à la même heure. Le 21 avril, la semaine prochaine, c'est en anglais. Donc, c'est assuré par mon collègue Gillian. Voilà, j'ai terminé dans les temps. Est-ce que vous avez des questions à poser par le chat? Je peux rouvrir les micros, mais sinon par le chat, c'est peut-être le plus simple. Donc, dans la conversation. Comment ce système peut-il être adapté sur des PC qui sont en mode kiosque? Ce que vous appelez en mode kiosque, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont connectés à l'AD ou pas? Le problème est là. Quand on a ce qu'on appelait des platines Excel avant, hein, c'est juste un Telnet 5250. Le Telnet 5250, il n'est pas capable de se connecter à l'Active Directory. Si on n'a pas de connexion à l'Active Directory, on n'a pas de SSO possible. Je vais peut-être juste préciser ma question. Donc, ce sont des machines qui sont connectées à l'Active Directory avec des comptes génériques. Pardon, mais qui... Vous m'entendez? Non, assez mal. Elles sont connectées à l'Active Directory, mais... avec des sessions génériques, voilà, et il y a plusieurs opérateurs qui passent derrière. Ouais. Alors, deux possibilités. Hein. Première possibilité, c'est que tout le monde se connecte avec le même profil cible, étant donné qu'on a une sorte de ce qu'on appelait des bijections en maths. Hein. Enfin, c'est l'idéal d'avoir un compte AD, un profil associé à ce compte AD. Donc, si le PC est toujours connecté avec le même compte AD, il va toujours utiliser la même cible. Ou alors, il vous faut, au niveau applicatif, faire quelque chose pour, à un moment donné, que l'utilisateur se retrouve connecté avec se retrouve bien authentifié. Ça, c'est une limitation, hein, puisqu'on a une authentification unique. Si tout le monde utilise le même PC, c'est difficile de faire la distinction après. J'ai été clair? Oui, très clair, merci. Ouais. Alors, est-ce que vous avez entendu parler dans la roadmap d'IBM d'utiliser SAML ou autre
afin de se connecter sur Entra. Alors, oui, je suis au courant. Non, ils n'ont rien prévu au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une tendance de Microsoft d'utiliser Entra ID, qui est une sorte, mais vraiment je mets sorte avec des gros guillemets, une sorte d'AD, mais au niveau du cloud. Entra ID n'utilise pas Kerberos. Donc, on ne sait pas faire du SSO avec Entra ID. OK? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est un souci, hein. On a travaillé avec Entra ID, on a essayé de trouver des tas de possibilités, mais on ne s'en sort pas, on n'y arrive pas. Alors, SidePoint, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Quel est l'avantage d'utiliser la solution Audit pour le provisioning versus SailPoint, par exemple? Je ne sais pas ce que c'est. Vous pouvez me préciser? Oui, c'est une solution qui permet de faire du provisioning sur de l'Active Directory ou autre. Et ils ont un module d'intégration pour la partie IBMI pour faire du provisioning de compte. Oui, mais c'est que des profils utilisateurs, pas du SSO. Oui, juste sur les profils utilisateurs, tout à fait. Eh oui, donc le problème, c'est que s'il crée que le profil, mais pas l'association, le SSO ne pourra pas marcher. Donc, il faut vraiment créer cette fameuse association. Et c'est là qu'il y a la difficulté. Créer un profil, bon, c'est pas compliqué. Et c'est vraiment créer cette association parce que ça utilise l'annuaire LDAP de l'IBMI. L'organisation est très compliquée. Et donc, moi, je connais peu ou pas de produits équivalents aujourd'hui. On a vraiment des solutions qui sont uniques, y compris à l'international. Donc, l'outil de provisioning, en fait, il pourrait être utilisé s'il est capable de faire du web service. Hein, s'il a des fonctions de web service, comme je le disais tout à l'heure, ou au pire, du SQL et d'utiliser des procédures stockées, à ce moment-là, il va pouvoir utiliser nos fonctions pour créer l'association. Donc, c'est pas impossible qu'on puisse le plugger à SailPoint. Merci pour votre réponse. D'autres questions? Donc, on devrait mettre les diapositives et la vidéo disponibles sur notre site. Norman Khan, qui s'occupe de cette partie chez nous, qui est présent, vous enverra un mail, vous contactera très certainement à ce sujet. Voilà. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. Je vous souhaite un excellent appétit. Merci beaucoup d'avoir participé et à très bientôt, j'espère.